Madame, Messieurs, bienvenue à la rétrospective de la semaine. Les faits marquants du lundi 16 janvier étaient tout d'abord cette bombe qui a explosé dans une église protestante au nord Kivu, causant plusieurs dégâts en vies humaines et dégâts matériels. Le bilan passant de 5 morts à au moins 17 et environ 20 blessés. Le gouvernement a condamné fermement cette atrocité commise par le terroriste du groupement ADF et promet de faire de son mieux pour que justice soit faite. Suivez. Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque à la bombe à Kassidi. L'attaque attribuée à un groupe armé affilié à l'État islamique par les autorités congolaises a eu lieu dans une église protestante évangélique de Kassidi, dans la province du Nord Kivu. Selon le bilan des autorités de la République démocratique du Congo, au moins 39 personnes ont également été blessées. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Un premier suspect de nationalité kenyane a été arrêté. Les autorités congolaises soupçonnent toutefois les forces démocratiques alliées aux ADF, rebelles musulmans d'origine ougandaise qui sont actifs dans le nord Kivu et dans le sud de l'Ituri. Des actes terroristes perpétrés par les terroristes ADF-MTM qui a subi des exactions, qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Début mai 2021, le Nord Kivu et l'Ituri ont été placés en état de siège par le président Félix Tshisekedi pour mettre fin aux violences. Depuis une semaine, au moins une soixantaine de civils ont été tués. À cette même date, nous avions aussi présenté la commémoration en République démocratique du Congo du 22e anniversaire de la mort de Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la RDC, et plusieurs activités ont été organisées en son honneur pour vulgariser la vision de cet héros national. Une messe a également été dite dans la cathédrale protestante du centenaire de Kinshasa. Retour en images sur le parcours de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. C'était un homme d'État congolais, celui affectueusement appelé Mouzé, président de la République démocratique du Congo de mai 1997 au 16 janvier 2021. Laurent-Désiré Kabila, né à Jadoville, aujourd'hui Likasi, Mouzé fut abattu d'une rafale de balles lui tirée dans le dos. Il fut un combattant nationaliste, anti-impérialiste. Sa personne a fait le tour du monde lorsqu'il a accédé au pouvoir dans l'ex-Zaïre à la tête d'un soulèvement populaire. Émancipé de ses tueurs du pays des mille collines, après avoir payé le prix du sang pour son entrée victorieuse dans Kinshasa, à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, patron des Kadogo, ce qui signifie petit, les qualifiant seulement de jeunes soldats. Laurent-Désiré fut assassiné le 16 janvier 2021 dans son bureau à sa résidence officielle du Palais des Marbres à Kinshasa par son garde du corps qui fut également abattu. Le 20 janvier, date de ses funérailles, Laurent-Désiré Kabila fut transporté par avion à Baudouinville, son village natal, puis à Lubumbashi avant de retourner à Kinshasa où il fut enterré au mausolée. Et puis les faits marquants que nous avions présentés mardi 17 janvier, c'est la commémoration en RDC du 62e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Trinidad Acha a retracé le parcours de cet héros national. Né le 2 juillet 1925 dans le village de Naloua, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, dès son vrai nom, alias Okita Sombo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint les rangs des évolués. Il est alors marqué par le paternalisme dont le Congo belge est empreint et se reconnaît dans les idées Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide.
En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville le mouvement national congolais, un parti nationaliste, unitaire et radical. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début des années 60. Son arrestation et les fronts unis des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, remporte avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Le jour de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de Belgique qui venait de saluer l'œuvre, humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est. Le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 60, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à sa résidence. Après s'être enfoui, il est rattrapé puis libéré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec des de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Le 17 janvier 1961, il y a 60 ans, Patrice Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais élu démocratiquement, est assassiné. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs, les autorités belges, congolaises et États-Unis via la CIA. Son corps sera découpé dans de l'acide sulfurique. Martyr de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. En 1962, l'URES baptise de son nom l'Université de l'amitié de peuple. Le jour de sa mort, le 17 janvier, est journée fériée en République démocratique du Congo. Toujours dans le même chapitre, une messe d'action de grâce a été organisée mardi 17 janvier à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de plusieurs autorités du pays et la famille biologique de Lumumba. Un reportage de Glodave Boloy et Serge Lokondo. 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 70 ans depuis la disparition de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo. Une messe d'action de grâce a été organisée ce mardi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, en présence de plusieurs autorités du pays, dont la ministre de la Culture, ministre du Commerce extérieur, l'ancien ministre en charge du transport et la famille biologique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Dans son homélie du jour, l'homme de Dieu a parlé de l'amour et l'unité, qui étaient les deux piliers forts du combat de Lumumba. Aimez-vous les uns et les autres. L'amour dont Jésus nous parle dans son évangile n'est pas une réalité qui concerne uniquement les relations interpersonnelles. Aimer sur le plan politique et social consiste à être juste et à promouvoir la justice. En politique, on ne peut vraiment aimer en rendant justice, en s'oubliant soi-même pour servir bien commun. Après ces discours et la remise des offrandes, c'est le petit-fils de l'héros national Patrice Emery Lumumba qui a prononcé un discours au nom de la famille en signe de mémoire du père de l'indépendance. Vos sombres établis à nous le vent du ciel, condamnés au travail forcé, au travail avec un salaire de humanisme et une personne. Lève-toi au Congolais, aux Congolaises, en forçant le respect pour la dignité, en disant trop au-delà, ce pays est à toi et à ta descendance. Il s'est de rappeler que la relique de Patrice Emery Lumumba a été rapatriée en 2022 par le gouvernement congolais. Toujours dans le cadre de cette messe d'action de grâce de Patrice Emery Lumumba, ses compagnons, quelques personnalités politiques présentes dans la messe n'ont pas caché leur émotion
dont l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende et Cicéron Ouamba, président du collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Lumumba, ont réagi au micro de Glodave Boloy et Serge Lokondo. Nous devons nous inscrire sur la page de la nouvelle espérance. Si nous voulons vraiment incarner l'esprit de Lumumba, son sang versé doit être un ferment qui nous amène à agir dans l'intérêt du Congolais. Nous devons refuser la balkanisation de notre pays, nous devons refuser la soumission du peuple congolais, nous devons refuser la misère de ce peuple pour que nous puissions écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire que Lumumba a voulu, une histoire glorieuse pour un grand peuple au cœur de l'Afrique. Il sera inutile que nous nous réclamions lumumbistes quelque part. Tous ceux qui jouent pour la balkanisation de notre pays, la division de notre peuple, n'ont pas l'esprit de Lumumba. Nous devons travailler pour la cohésion nationale et c'est cela qui va assurer la véritable indépendance de notre peuple. Et dans la liberté prônée par Patrice Emery Lumumba, nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Vous savez, Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. Oui, nous avions eu à réclamer de la Belgique et ses alliés occidentaux les reliques de Patrice Emery Lumumba. On en a eu. Jusque-là, on n'a pas encore résolu toute la question parce qu'il faut qu'on puisse dédommager la famille Lumumba, Polo Kito, le peuple congolais dans son ensemble et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Et dans le domaine de la sécurité, nous avions parlé de la poursuite de la mission de commandement et de contrôle du chef d'État-major des FARDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe s'est rendu au centre d'instruction de Mourali Kassi où sera formé 5000 recrues qui ont répondu à l'appel de la mobilisation générale suivie. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place, et du colonel Zanzate Semba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Eli Kassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette armée. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge de 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait qu'à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. Mercredi 18 janvier, nous avions parlé du séjour à Davos lors de son intervention comme panéliste au Forum économique mondial de Davos. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a regretté le fait qu'en dépit de la pression de la communauté internationale, les lignes sur terrain ont peu bougé. Il a par ailleurs évoqué la question du retrait du mouvement rebelle M23 des territoires occupés après les affrontements de 2022. Je vous prie de le suivre. Thank you very much. My question is for President of DRC.
Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Nous avions également parlé de l'attentat de Kassindi. Le pape François a compati avec les familles des victimes et les chrétiens de l'église 8e CEPAC, la commune rurale de Kassindi, dans les territoires de Béni. Le souverain pontife a exprimé sa compassion et sa proximité à toutes les familles durement frappées par ce drame. Les précisions avec Stéphanie Pagna. Le pape François, souverain pontife, a exprimé sa compassion et sa proximité à toutes les familles endeuillées de Kassindi, au nord Kivu. Il implore le Christ, Seigneur et Maître de la vie, afin que les personnes affligées trouvent consolation et confiance en Dieu, tout en invoquant sur elles le don de la paix.
Pour rappel, le pape François est attendu à Kinshasa du 31 janvier au 2 février 2023 pour apporter un message de réconfort déjà entre les mains du président de l'Église Christ au Congo, le révérend André Bokundoa Bolikabe, précisant que lors de son voyage apostolique en RDC, le pape rencontrera les victimes des conflits en cours à l'est du pays. Il ne se rendra pas à Goma comme prévu en juillet dernier pour des raisons de sécurité. Le jeudi 19 janvier, le fait marquant était la visite du pape en RDC. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu à la primature le caucus des députés nationaux catholiques dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du pape François. Les détails avec Patrick Lecala. Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté les caucus des députés nationaux à s'impliquer dans la sensibilisation des populations dans son ensemble et les chrétiens en particulier pour réserver un accueil chaleureux au pape et que ce grand événement soit une véritable réussite. Oui, nous venons d'être reçus par le Premier ministre et notre visite a porté sur un seul point, c'est la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne. Raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape, du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'Église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Aujourd'hui, il y a plein de gens, de prédateurs qui spolient les terrains de notre Église. Raison pour laquelle nous avons parlé au Premier ministre afin qu'il puisse peser de son poids pour arrêter cette histoire. D'autres questions relatives au patrimoine de l'Église catholique ont été abordées. Il s'agit notamment de la spoliation des terrains de l'Église catholique, la réhabilitation des sites des bienheureux Bakanja et Anuarité. Le souverain pontife visitera la RDC à travers la capitale Kinshasa du 31 au 2 février. Il célébrera une messe à l'aéroport d'Indolo et va rencontrer les victimes de la guerre de l'Est ainsi que les jeunes au stade de martyrs. Le vendredi 20 janvier, nous avons présenté la SENCO et l'ECC qui réclament la prolongation de l'enrôlement des électeurs. Ces deux instances ont émis les dysfonctionnements de l'enrôlement après enquête sur terrain. Trinidad Acha, les détails. À quelques jours de la fin officielle de la phase pilote des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle en RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, tirent la sonnette d'alarme. À travers leur mission d'observation électorale, elles sollicitent la prolongation de la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le centre d'inscription et ont connu de perturbations dans leur fonctionnement. Intervenant jeudi dans leur déclaration sur le déroulement de ces opérations qui ont démarré le 24 décembre, les représentants de cette mission ont reconnu le retard qu'accusent nombre de centres d'inscription dans les 10 provinces où s'effectue l'enrôlement. Dès l'avis de ces observateurs, des cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement et des perturbations de dites opérations dues aux pannes, aux problèmes de recharge de batterie et aux arrêts intempestifs de la machine dans plusieurs centres d'inscription sont légion. À la lumière de rapports collectés, les données indiquent qu'il y a de centres d'inscription non ouverts et non opérationnels, voire inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI, a signifié la SENCO et l'ECC. Autre problème, le phénomène taxi dans les centres d'inscription. C'est notamment dans cette optique que s'inscrit ce phénomène décrié dans plusieurs sites d'enregistrement des électeurs, sites où l'on surprend des hommes en uniforme, des agents de la centrale électorale ou certains intermédiaires qui s'activent à escroquer des clients qui leur glissent des billets des banques entre le poignet, les enjoignant en perturbant l'ordre établi. Dans ce même volet, nous avions aussi parlé du processus d'enrôlement de la CENI débuté le 24 décembre 2022 qui prend fin officiellement le 23 janvier 2023 dans les différentes provinces lancées pour l'opération. Mais la course à la montre au regard du temps pose problème car plusieurs Congolais
ne se sont pas encore fait enrôler. C'est le cas à Kinshasa où le problème des locaux dans les établissements scolaires pose un problème, à un récit de Glodave Boloy. Débuté le 24 décembre dans certaines provinces de la RDC, le processus d'enrôlement des électeurs lancé par la CENI à Kinshasa prend fin ce 23 janvier 2023, soit un mois après le lancement de cette opération. Au regard des enjeux politiques, cette étape importante marque le début du processus des élections. Au regard des enjeux politiques, cette étape importante marque le début du processus électoral dans le pays pour les élections présidentielles, législatives et provinciales en décembre 2023. Mais il faut noter que ce processus d'enrôlement n'a pas répondu aux attentes de la population à 100%. Car si une partie des Congolais se sont déjà fait enrôler, un bon nombre encore des citoyens lambda sont incapables de prendre leur carte d'identité à 4 jours de la fin. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le temps et le nombre des centres posent énormément de problèmes. Depuis la rentrée scolaire des élèves, après les fêtes des festivités des Nouvel An, le nombre de locaux dans les établissements scolaires ont été réduits, ce qui devient encore plus compliqué pour avoir accès aux centres pour s'enrôler. Entre-temps, la course à la montre s'est fait ressentir, car le processus ayant débuté le 24 décembre 2022 doit prendre fin ce 23 janvier 2023. D'après le président de la CENI, Denis Kadima, le bureau général de la CENI va siéger le 30 janvier 2023 pour évaluer le début du processus d'enrôlement dans les différentes provinces lancées afin de voir dans quelle mesure s'il faudrait prolonger encore pour quelques jours ces processus d'enrôlement. Entre espoir et désespoir du respect du calendrier électoral de la CENI, la population reste sceptique et optimiste. En sport, nous avions présenté l'ancien entraîneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge, qui était face à la presse de passage à Kinshasa. Il s'est entretenu avec les Chevaliers de la Plume autour de plusieurs questions liées au football congolais, la cause de la montée à part de tortue du football congolais et le récent problème de la pédocriminalité en fait partie également des questions évoquées au cours de cet échange. Suivez. Devant la presse sportive du pays, Jean-Florent Ibenge Ikwangé n'a pas mis sa langue dans la poche. L'ancien entraîneur des Léopards, dans cet échange avec les hommes des médias, a donné sans embâche les raisons techniques qui empêchent la montée en puissance du football congolais actuel. À la veille de la compétition, Benzema se blesse, Kimpembe se blesse, pas de N'Golo Kanté, pas de Pogba. Ils ont été remplacés quasiment au pied de l'huile et l'équipe de France arrive en finale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de génération. Et ça vient de où? Ça vient de la formation. Et nous, on a ce réel problème. Et en plus, bon, quand on n'analyse pas bien, on est tout de suite dessus. Le football est mort, les Koufi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait plus ce trou de génération? Il faut s'adonner beaucoup plus à la formation. Les U17 viennent d'être éliminés. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Mais si on veut préparer la Coupe du Monde, elle sera dans combien de temps? Dans 4 ans. Les gens qui jouent la Coupe du Monde, ils ont une moyenne de quel âge? 24. Alors, il faut faire l'effort justement sur les gens qui ont 20 ans là maintenant. Les gens qui ont 17, 20 ans. C'est là qu'on doit mettre le plus grand effort. Concernant le feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive liées à la pédocriminalité, Jean-Florent Ibenge invite la justice à faire appel aux personnes auteurs des propos qui ont aggravé la situation, à fournir des preuves irréfutables sans lesquelles les personnes citées ne sont pas directement concernées. Vous n'avez pas de preuves, vous citez les noms des gens. Et jusqu'à maintenant, moi ça m'intéresserait, les gens qui ont cité les noms des gens, qu'ils emmènent les victimes qui leur ont dit qu'il y avait ça, qu'ils aillent devant la justice. Ça se passe devant la justice, tout ça. Où sont les victimes? Moi, je suis le premier à être très, très intéressé par ça. Très intéressé par ça, parce que moi-même, mon nom a été cité là-dedans. Moi, je suis très intéressé. Je vous ai encore dit, nous sommes éducateurs. Nous sommes éducateurs. S'il y a des faits comme ça, c'est très grave, ça m'intéresse.
L'ancien entraîneur de l'SV Club a déploré l'opacité des journalistes congolais face à cette pratique qui détruit et ternit l'image du football congolais sur le plan national et international. Il leur demande à effectuer des enquêtes au niveau du pays à marge des résultats fournis par le journaliste français Romain Molina. Et le samedi 21 janvier, nous avions présenté ces informations. D'abord, le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, qui s'est enrôlé dans l'enceinte de l'Institut Isangui dans la commune de Lingouala. Au sortir de la salle, le patron de la jeunesse a fait appel aux jeunes de s'enrôler massivement et à se porter candidat aux élections 2023. Suivez ce reportage. Une grande foule était à ses côtés au moment de se rendre au centre de la CENI pour s'enrôler. Les militants de l'UDPS n'étaient pas en reste. Natif de la commune de Lingouala, Yves Bonkoulou, le patron de la jeunesse, a rempli son devoir civique après une opération de moins de 15 minutes avant d'avoir, à main propre, sa nouvelle carte d'électeur qui atteste véritablement le démarrage du processus électoral en RDC. Le processus d'enrôlement qui a commencé dans la première zone se passe de la très bonne manière. Je suis également content parce que je sens que la population est déterminée à aller aux élections. Contrairement à tous les propos de pêcheurs en eau trouble, les Congolais sont déterminés d'aller aux élections et de renouveler le mandat à ceux qui le représentent. Ensemble, nous allons continuer à accompagner le président de la République. C'est pourquoi je les invite à s'enrôler massivement, surtout les jeunes, et à se porter également candidat pour qu'en 2023, nous puissions donner à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, une majorité qui puisse nous permettre de transformer la République démocratique du Congo. Le ministre Yves Bonkoulou a appelé la jeunesse de la République démocratique du Congo et des l'UDPS en particulier à s'enrôler pour participer au vote à tous les niveaux qui aura lieu au mois de décembre prochain. La population de son côté promet de soutenir ces actions qui entrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le conseiller privé du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de sécurité, Fortuna Bisselele est sous mandat d'arrêt provisoire. L'ancien conseiller du chef de l'État a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi pour haute trahison à la République. Gloudav Bologne, Philippe. Désormais ex-conseiller privé du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Présenté devant un juge vendredi après-midi au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a été auditionné pendant environ 6 heures. Cette arrestation s'est réalisée après environ une semaine de détention dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements ANR. Soupçonné d'espionnage au profit du régime de Paul Kagame, selon les différentes sources parvenues à la rédaction. Cet ancien homme fort du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est officiellement placé sous mandat d'arrêt provisoire. Sa résidence avait été perquisitionnée et plusieurs effets saisis. Fortuna Bisselele était de toutes les rencontres relatives au processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Avec cet événement, les relations tendues entre Kinshasa et Kigali font une nouvelle victime dans les sérails du pouvoir en République démocratique du Congo. Nous avions également parlé du service national qui a mis en vente à Kinshasa 20 000 sacs de la farine de maïs produite au centre du Kanyama Kasese, situé dans la province de Lomami. Ces sacs de maïs ont été mis en vente dans le site appelé Golgata au niveau du ministère de la fonction publique, où les agents et fonctionnaires de l'État vont désormais se procurer des sacs de maïs à un prix de 18 000 francs. Suivez. Ces sacs de maïs ont été mis en vente vendredi 20 janvier dans le site appelé Golgata, un espace aménagé pour la circonstance au niveau du ministère de la fonction publique. 18 000 francs, voilà le prix fixé par l'équipe du service national pour un sac de maïs de 25 kg. À l'occasion, le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik,
a réitéré sa volonté de faire bénéficier à tous les Congolais les fruits de la récolte réalisée par les bâtisseurs de la République ex-Kuluna. Il a par ailleurs annoncé l'installation d'un entrepôt permanent dans les tout prochains jours au ministère de la fonction publique. Le secrétaire général à la fonction publique en charge des actifs a salué à son tour l'arrivée de ce lot important de maïs à un prix de 18 000 francs congolais. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi.